Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast numéro 7 de Style UV, 7e épisode dédié au dernier bilan de la saison, le bilan de notre mister, le coach Massimiliano Allegri. Avec moi pour en parler, Calo ce soir. Salut à tous. Comment tu te sens devant ce début de Coupe du Monde? Mais mal, hein, évidemment. Donc voilà, je regarde ça avec d'un seul œil et sans trop de passion, mais bon, on fait avec. Moi j'ai découvert une nouvelle façon finalement de regarder la Coupe du Monde, c'est effectivement sans passion et sans stress en fait de voir l'Italie arriver et c'est assez bizarre. Émilie, je pense que tu es dans la même situation. Oui, carrément. Bonjour à tous. Oui, il y a un peu d'ennui en fait dans toute cette situation. Ouais, notre Italie, elle est pas là, donc c'est pas très drôle. Et du coup, vous le comprendrez bien ce soir, on ne parlera évidemment pas de l'Italie à la Coupe du Monde, mais donc de notre Mister Massimiliano Allegri qui a annoncé la semaine dernière avoir refusé le Real Madrid pour rester à la Juve. Paradoxalement, pas mal de ses tifosi sur les réseaux sociaux l'ont encouragé à revenir en arrière et accepter l'offre de Florentino Pérez. Ça n'arrivera évidemment pas, mais Calo, c'est peut-être un peu un paradoxe assez important, ça finalement, de voir un entraîneur cherché par ce qui est aujourd'hui peut-être la meilleure équipe du monde et être encore un peu contesté au terme de cette saison. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la saison de Massimiliano Allegri? Ah ben, d'abord, avant de dire ce que j'en pensais, je vais faire un petit préambule. Alors c'est pas contre vous, hein, chers collègues podcasteurs, mais c'est vraiment en règle générale, hein, parce que dans le monde de football, c'est un peu un monde. Il y a certains mongolitos, donc on est un peu obligé d'être soit pour quelqu'un, soit contre. Et moi, je revendique le droit d'encenser Allegri lorsqu'il fait bien, et de le critiquer lorsqu'il fait du mal. Donc, l'entraîneur, pour moi, c'est pas une religion, c'est pas quelque chose de sacré. On peut l'applaudir pour ses exploits et le critiquer pour ses erreurs. Donc j'avertis les ouais mais t'as pas le droit d'en dire du bien parce que tu l'avais critiqué hier, ça a le don de m'énerver, donc je sais que vous ne le faites pas bien évidemment, mais c'est un peu comment vais-je dire la manière de voir des choses ambiantes. Donc comment je vois sa saison, elle est juste bonne quoi. Il a apporté les résultats qu'on lui a demandé. On parlera un peu plus tard de son match contre le Real qui est un peu le point tournant de la saison, mais pour les autres résultats, il a amené tout ce qu'on lui a demandé. D'ailleurs, c'est un peu la qualité première d'Allegri, hein. C'est quelqu'un qui assure des résultats. Cette saison est dans la continuité des précédentes, hein. Donc j'ai pas besoin de vous rappeler qu'il a fait 4 doublés Coupe Championnat, on a fait 2 finales de Champions League. En Europe, sur les 4 dernières années, à part le Real et Barcelone, je vois pas qu'est-ce qui a fait mieux. Je pense que personne n'a fait mieux. Tout ça avec un budget 2 fois inférieur. Donc, en gros, pour faire une métaphore, on est un peu comme une Ferrari 458 Italia qui fait un grand prix. Alors, une 458, c'est prestigieux, c'est beau, c'est sexy, hein. Mais en face, vous avez des Formule 1 avec 1000 chevaux. Et si la 458, il n'y a pas un grand pilote, on se fait manger, quoi. Donc, pour moi, il apporte des résultats. D'ailleurs, c'est dingue la manière dont il apporte les résultats. Il y a quelque chose de mystique dans ses victoires, hein. On a des victoires qu'on mérite pas du tout de gagner, comme contre Tottenham, mais à la fin, on gagne, quoi. Donc ça me fait penser un peu à Mourinho quand il était dans sa période interiste. L'Inter avait fait un match de chien, ils avaient tiré une demi-fois au but, ils avaient gagné le match, et le journaliste lui dit vous avez de la chance. Et lui il dit bah ouais on me paye pour être chanceux quoi. Bah Allegri c'est pareil, il est né sur une bonne étoile, on gagne des matchs, on sait pas comment, des compos assez bizarres avec Sturaro arrière droit, etc. Mais c'est efficace, donc oui, il a fait une bonne saison. Non, moi, au contraire, je crois que c'est pas si mystique que ça. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même la façon qu'il a eu déjà de gérer la tension, et je parle bien de tension et pas d'attention parce que la concentration n'a pas été le fort de l'équipe, mais gérer voilà sa nervosité parce que ça n'a pas été une saison facile, surtout comparé aux autres. Hein, et je trouve que voilà, il a bien géré un peu toute cette nervosité, surtout après la victoire du Napoli où tout le monde s'imaginait déjà Naples détrôner la Juve. Et finalement, voilà, il a maintenu ses joueurs dans le coup. Je crois que il y a quand même une grosse différence en fait entre cette saison et les précédentes, c'est que jusque-là, Allegri avait toujours trouvé la solution tactique en fait pour tirer le meilleur parti de ses joueurs. Cette saison, tactiquement, il a tout essayé. Il y a eu pratiquement une dizaine de modules qui sont passés au banc d'essai, on va dire. Défense à 3, défense à 4, attaque à 2, attaque à 3, attaque à presque 4 de certaines fois aussi. Mais il a jamais réussi à trouver la formule comme il l'avait fait l'année dernière quand il était passé au 4-2-3-1 par exemple.
Et on aurait pu s'imaginer que justement, sans trouver la solution tactique, ça aurait pu être la fin un peu de son hégémonie en Italie. Et ça n'a pas été le cas parce qu'il a compensé justement ses doutes tactiques par de très bons changements en cours de match en fait. Et donc il s'est pas réinventé, mais voilà, il a prouvé qu'il était capable aussi de pas seulement gagner justement en se basant sur une tactique de base, mais aussi d'apporter les ajustements nécessaires pour l'emporter. Tu évoques le match contre Tottenham. Au match contre Tottenham, il sort Blaise Matuidi, je crois, il fait rentrer Asamoah, il fait monter Alexandro plus en avant sur le terrain, et tout de suite c'est complètement différent. Et après, voilà, c'est une victoire italienne avec une grosse défense, avec un max de réalisme, mais je trouvais qu'il avait eu son importance dans ce succès. Émilie, comment tu te places un petit peu entre nos deux avis justement sur la saison d'Allegri? Je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, sa saison, c'est l'arbre qui cache la forêt. Concrètement, il a eu des belles victoires. On a la coupe, on a le championnat. À côté de ça, on a fait toute une saison plutôt médiocre, entre guillemets, hein, très large guillemets. Mais les résultats, on, on les a parce qu'on a de la chance, parce qu'à un moment ou à un autre, on a des exploits individuels qui font que ça fonctionne, mais on n'est pas serein sur les trois quarts des matchs, et principalement contre les plus petites équipes en plus, où on a eu beaucoup de difficultés. Donc non, je pense que Allegri, oui, il fait bien le taf, mais au final, il manque quelque chose, quoi. Alors, il manque la Ligue des Champions dans un premier temps, mais on pourra en reparler. Mais au-delà de ça, pour moi, il n'arrive pas ou plus à motiver autant ses troupes qu'avant pour gérer un match, pour faire autre chose. Et puis même, enfin, au-delà de ça, au cours des matchs, on va marquer un but. Et ça a été beaucoup ce qui s'est passé pendant toute la saison, c'est qu'on marque un but en règle générale au début du match. On se laisse jouer, vivre les trois quarts du match. On se fait remonter au score. Et derrière, il faut encore compter sur un exploit individuel pour réussir à décrocher une victoire. Je trouve ça quand même dommage, avec l'effectif qu'il a entre les mains, de pas pouvoir avoir des bons résultats et réussir à gérer des matchs en entier. La gestion du ballon, au bout d'un moment, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait gagner des matchs. Au contraire, ça manque un peu de folie, ça manque un peu de confiance en ce que les joueurs pourraient donner. Pour moi, il place trop les joueurs à des postes qui sont pas les leurs. Donc, c'est des joueurs qui donnent jamais à 100% ce qu'ils pourraient donner parce que on les achète pour jouer à un certain poste, mais Allegri ne les fait quasiment jamais jouer à leur poste de prédilection, ce qui fait qu'on a toujours des joueurs qui tournent pas à 100% de leur rendement. Je trouve ça un peu dommage. C'est vrai qu'il y a eu peut-être pas mal d'attentisme cette saison de la part d'Allegri au niveau effectivement de la gestion du résultat, c'est-à-dire qu'une fois qu'il prend l'avantage, il a eu tendance à bétonner. C'est quelque chose après qu'il faisait assez régulièrement l'année dernière, mais par rapport à tout ce que tu as dit, moi j'ai presque un débat philosophique un peu sur l'entraîneur qui me vient en tête, c'est-à-dire à quel moment commence et s'arrête un peu le rôle de l'entraîneur par rapport aux défaillances de l'équipe. Moi, je pense que cette saison, il a été un peu lâché par les performances, on va dire, individuelles des joueurs. Justement, tu as dit qu'il y a eu des exploits individuels. Effectivement, il y a Dybala qui nous a fait gagner certains matchs. On en avait parlé la semaine dernière. Mais collectivement, il y a eu quand même une défaillance de pas mal de joueurs aussi. Et je sais pas si l'entraîneur peut toujours en fait compenser ça. Je pense que l'entraîneur est peut-être responsable à 90% effectivement des performances d'une équipe, mais quand son équipe n'est pas à la hauteur, quand certains joueurs aussi ne sont pas à la hauteur, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Calo, qu'est-ce que tu penses justement un peu de cette question sur le rôle de l'entraîneur par rapport au collectif? Je suis assez partagé sur ça parce que s'il est vrai qu'il n'est pas responsable que Matuidi a les pieds carrés, qu'il n'arrive pas à faire une passe décisive ou que Khedira n'arrive plus à courir. Évidemment, je suis dans l'exagération, hein. C'est pas des mauvais joueurs dans l'absolu, mais selon moi, c'est pas des joueurs qui apportent ce qu'il faut. On dit qu'il n'en est pas responsable, mais c'est quand même lui qui a voulu ces joueurs, en tout cas ce type de joueurs. On sait qu'il aime bien les joueurs musclés, on sait qu'à son époque du Milan, il est, on va dire, co-responsable du départ de Pirlo, parce que c'était pas son type de joueur, il préférait l'Hollandais, je ne sais plus son nom,
Bref, il préférait des joueurs beaucoup plus dans le physique. Et donc voilà, on peut pas se plaindre. Enfin, il peut pas mettre tout sur la faute des joueurs. Ce milieu musclé et travailleur, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui traite Khedira comme ça serait son fils. C'est lui qui évite les joueurs trop techniques, quoi. À part Pjanic, on dirait qu'il est allergique à ça au milieu de terrain. Donc, pour moi, il est co-responsable. Voilà, c'est pas que de la faute des joueurs. Maintenant, c'est sûr que si un joueur ne rend pas le résultat escompté par rapport à son achat, c'est sûr qu'il n'en est pas responsable. Mais pour moi, en tout cas, il en est co-responsable. Émilie, je pense que tu iras dans le sens de Calo, du coup, sur cette question aussi. Au-delà de ça, je suis d'accord avec lui et au-delà de ça, c'est lui qui met ces joueurs-là sur le terrain. Au bout d'un moment, Khedira, il a énormément joué cette saison, peut-être même beaucoup trop, par rapport à ce qu'il peut donner sur une saison entière. On a vu la saison dernière où il a réussi à faire une excellente saison parce qu'il le laissait souffler raisonnablement entre chaque match où il jouait et où il donnait beaucoup. Et je pense que c'est ça qui a manqué peut-être cette saison aussi à Khedira pour être un peu plus au point. Mais bon, après, c'est des suggestions, hein. Mais au-delà de ça, c'est lui qui met ces joueurs-là sur le terrain, c'est lui qui n'en met pas d'autres aussi sur le terrain. Donc, quelque part, il est quand même responsable des joueurs qu'il met sur le terrain, du schéma tactique qu'il emploie et du fait, pour moi, qu'il ne donne pas cette motivation juste aux joueurs sur certains matchs pour chercher le résultat qu'il faudrait. Et c'est ça qui est dommage. Bon, après, on pourrait aussi dire que c'est difficile, même s'ils n'ont pas tous gagné évidemment cette Scudetti dans cette équipe, c'est parfois difficile quand les victoires s'enchaînent et elles se sont enchaînées relativement facilement, on va dire les années précédentes par rapport à celle-là, de transmettre la motivation aussi, parce qu'il y a une sorte d'épuisement naturel aussi. Si Allegri est épuisé, personne ne le retient, il peut s'en aller, hein. Non, je pensais plus d'un épuisement au niveau collectif, au niveau du groupe. Raison de plus. L'entraîneur, il est là pour booster son collectif aussi. Tous les joueurs n'ont pas gagné, effectivement, comme tu l'as dit, tous ces titres-là. Donc il y en a beaucoup qui sont là pour gagner, hein. Et puis parmi ceux qui sont là et qui en ont beaucoup gagné, on a vu que chez eux, il y avait cette envie aussi. Sinon, je suis d'accord avec toi, Fiorin. Gagner, c'est une chose, mais regagner tous les ans, c'en est une autre. Donner la motivation, garder la motivation pour certains joueurs qui ont gagné. Tous n'ont pas gagné cette Scudetto, mais la plupart en ont gagné plusieurs. Donc leur donner toujours cette envie de victoire, cette fin de victoire, c'est un des bons côtés d'Allegri, c'est sûr. Après, il a des tas de mauvais côtés qu'on va aborder un peu plus tard, mais rendons à César ce qui lui appartient, quoi. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, c'est vrai que des fois, alors ça a été le cas cette saison, mais ça a été le cas aussi avant. Donc, je vais pas en faire un symptôme, on va dire spécifique à cette saison, mais on a parfois l'impression qu'il y a un décalage en fait entre l'équipe et Allegri, c'est-à-dire que des fois on le voit hurler sur le terrain vraiment de toutes ses forces et pratiquement, enfin, péter un câble, on va dire, si vous me permettez l'expression. Et des fois l'équipe qui a pas l'air de réagir justement. Donc, toi, Émilie, t'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être quelque chose de rompu entre le groupe et Allegri. Peut-être, oui. Je pense que c'est pas anodin si chaque saison il y a des départs un peu dont on ne sait pas réellement pourquoi ces départs sont là. Est-ce qu'il y a eu litige? Est-ce qu'il y a eu ci? Est-ce qu'il y a eu là? Je pense qu'au bout d'un moment, il y a des désaccords dans le vestiaire avec Allegri et qu'il y a des moments de la saison où il y a un sentiment de rupture qui est assez grand. Alors après, ça s'estompe parfois à certains moments et peut-être qu'à la fin, on oublie un peu ces points-là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, le vestiaire commence à s'essouffler aussi d'Allegri en soi. Je pense qu'on approfondira un petit peu plus le sujet justement sur l'essoufflement et sur le cycle d'Allegri un petit peu plus tard. Avant ça, je vous propose de revenir sur une photographie d'un instant, vraiment, c'est même d'un double instant. Ce serait la double confrontation contre le Real Madrid, qui sera forcément de toute façon un des points, un des marqueurs temporels, on va dire, les plus importants de la saison du cycle d'Allegri à la Juventus. On a pu lire ici et là que sur ce match-là ou sur ce double confrontation-là, Allegri a touché son plafond de verre en fait et qu'il ne pourrait plus aller plus haut. Est-ce que tu le considères comme seul responsable ou en tout cas comme principal responsable de cette élimination, Émilie, contre le Real Madrid? Oui et non. C'est délicat. Oui, dans le sens où s'il avait fait jouer l'équipe différemment pendant le premier match, on ne se serait pas retrouvé acculé comme on l'a été au match retour et
potentiellement, on aurait plus eu nos chances de gagner, sachant quand même qu'on prend, sauf erreur, 3 buts à domicile. C'est très très lourd, sans en marquer un seul. Il y a vraiment, pour moi, quelque chose à ce moment-là qui est aberrant. Je veux dire, on est la Juve, on est à domicile, on prend 3 buts sans réagir, on subit à fond et on fait rien, on réagit pas. Et pour moi, oui, il y a une faute des joueurs sûrement de concentration sur le terrain, mais il y a une faute d'Allegri aussi de pas avoir, je ne sais pas, demandé la victoire sur ce match-là, de se battre beaucoup plus, de tout donner. On n'a rien donné du tout sur ce match-là, on ne l'a pas joué. Je trouve ça extrêmement décevant et choquant. Et à l'inverse, au match retour, bah, on a donné notre vie et on a vu que ça marchait. En fait, on est capable de battre le Real Madrid 3 buts, en mettant 3 buts à Madrid. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça à domicile? Je trouve ça vraiment dommage. La physionomie du match aurait été totalement différente. Alors après, peut-être effectivement qu'il y aurait eu l'inverse de la situation. On aurait gagné à Turin, peut-être qu'on aurait moins donné à Madrid et qu'on se serait fait exploser. C'est possible aussi. Maintenant, je pense que justement, sur ce genre de grand rendez-vous, Allegri doit être capable de sortir le schéma qui convient et la motivation de ses joueurs au maximum sur l'aller et sur le retour. Puisqu'on est capable de le faire sur le retour, alors ça veut dire qu'on était capable de le faire sur l'aller et qu'on l'a pas fait. Et je trouve ça très dommage. Maintenant, on perd la qualification sur beaucoup de points de jeu un peu litigieux sur le match retour notamment. C'est une autre histoire. En soi, on peut pas imputer totalement toute la défaite à Allegri. Il s'est passé des choses sur le terrain aussi au match retour. Mais pour moi, on a perdu énormément de nos chances sur le match aller. Moi, je pense que Allegri n'a commis qu'une seule erreur en fait sur la double confrontation. C'est sur la construction, on va dire, de son milieu en l'absence de Pjanic sur le match aller. C'est vrai qu'on a eu un milieu qui était complètement inexistant et c'est ça qui nous a fait en partie dérouter. Mais je trouve quand même que globalement, c'est les erreurs individuelles qui nous ont éliminés. Sur le match aller, il y a des grosses erreurs. Tel premier but en fait avec Barzagli et Chiellini qui perdent un peu Cristiano Ronaldo et qui le laissent dans une position ultra favorable. Le deuxième but, il naît aussi d'une incompréhension entre Chiellini et Buffon, si je me rappelle bien. Donc ça, c'est plutôt pour le match aller. Et puis le match retour, il y a cette fin de match avec Alexandro qui tient en jeu Cristiano Ronaldo de manière juste incompréhensible. Et puis après, même, on peut discuter de la faute de Benatia. Est-ce qu'il aurait pu mieux intervenir? Est-ce qu'il aurait pu avoir un marquage plus serré sur Vasquez? Voilà. Il y a un autre point sur lequel il a été beaucoup critiqué par rapport au match retour, justement, c'est qu'on lui a reproché d'avoir trop défendu et d'avoir trop attendu la prolongation. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, on aurait dû faire les changements plus tôt, tout ça. Et puis je me suis rappelé finalement quand même de Munich, où à Munich, on lui a beaucoup reproché la sortie de Morata dès l'heure de jeu. On a dit, il a fait ses changements trop tôt et l'équipe était cramée physiquement. Et moi, je pense que finalement, il s'est rappelé Munich, pas dans le sens évidemment de s'arrêter de défendre, mais il s'est dit, cette fois, je vais pas me faire avoir sur la gestion physique de mon équipe. Cette fois, je vais les emmener en prolongation. Je vais faire mes changements plus tard, sachant que Zidane, lui, avait déjà fait 2 changements. Et cette fois, je vais faire comme le Bayern Munich lors de cette fameuse prolongation il y a 2 ans. Cette fois, je vais prendre l'ascendant physique sur la prolongation. Et à quelques secondes près, s'il n'y a pas quelques petites erreurs individuelles, je pense qu'il était proche de réaliser ce coup-là. Ça prouve que le football, c'est pas une science exacte et que la lecture du jeu sur un certain match, c'est pas forcément la même contre un autre adversaire. Alors, c'est pas une science exacte, évidemment, mais on a beaucoup dit qu'il avait pas retenu la leçon du Bayern Munich. Et moi, finalement, j'ai la sensation qu'il l'a retenu dans la gestion de ses changements. Calo, je te laisse un petit peu t'exprimer sur ce match-là aussi, sur les responsabilités d'Allegri dans cette élimination. Moi, je suis un peu d'accord avec vous deux. Vous avez donné des bons arguments. Vous avez, comment vais-je dire, il y a du côté d'Emi, c'est un peu plus de l'émotion, tandis que toi, tu essaies d'analyser un peu la situation. Moi, je suis d'accord avec vous deux. Mais si on regarde ce match, ça reflète tous les mauvais côtés d'Allegri, en fait. T'as d'abord son côté calculateur, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit oui, on va attendre, on va jouer en contre-attaque, on va essayer un peu comme un judoka de se baser sur les forces de l'adversaire pour le retourner contre lui, etc., etc. Mais le problème, c'est que quand vous jouez contre Cristiano Ronaldo, vous pouvez pas calculer s'il est en forme parce qu'il vous explose. Donc ça, c'est son premier mauvais côté. Et son deuxième mauvais côté, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup trop frileux, quoi. Mais genre frileux au point de mériter des baffes. Je vous donne un exemple cette saison.
Parce que c'était vraiment un match, il n'y avait qu'une raison d'être frileux, c'est on reçoit l'Inter. Alors l'Inter, certes, c'est un rival historique, certes, ils étaient dans une bonne période, mais sur le papier, on doit les manger, quoi. Donc on reçoit l'Inter avec un effectif supérieur, avec un ascendant psychologique sur eux énorme. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux l'équipe qui se qualifie pas en Champions League depuis des lustres, hein, et nous on était finalistes en titre, entre guillemets, de la Champions League. Donc c'est eux qui doivent avoir peur, et je peux vous assurer qu'ils avaient peur de nous. Donc on reçoit l'Inter, on a toutes les cartes en main pour les humilier, et on fait quoi? On joue le catenaccio, on joue la défense, on joue le contre-pied. Non, ça c'est juste pas possible. Tevez, à l'époque, il avait traité Allegri de cagone, je sais pas si vous vous souvenez, en espagnol, ça veut dire le mec qui se chie dessus. Je pense que là-dessus, il avait bien raison. C'est sa manière de voir le football. Je me souviens contre l'Udinese, on avait gagné 2-6, il arrive devant les caméras tout énervé, parce qu'on avait pris 2 buts, et il disait que ça devait plus arriver, et qu'on jouait de manière trop décomplexée. Je veux dire, non, mais, enfin, stop, quoi. Ça, c'est juste pas possible, et Enfin, Calo, toi qui regardes le championnat italien depuis si longtemps, tu le sais bien que les championnats en Italie, ils se gagnent avec la défense, pas avec les attaques. Et on le voit encore plus avec le Napoli, même si on a marqué plus que le Napoli. Mais je veux dire, c'est les défenses en Italie qui te font gagner. ben là, t'as donné le contre-exemple. On a marqué plus que le Napoli, ils ont la meilleure défense, quoi. Donc, enfin, c'est un peu une phrase toute faite. On gagne, c'est la meilleure défense. Oui, parce que personne n'a pensé à marquer plus de buts qu'un autre. Regarde cette saison, on est la contre-preuve. Mais non, moi je suis pas quelqu'un qui me focalise sur le jeu. Hein. Moi, le jeu, je m'en bats les steaks. Hein. Moi, je suis pas un amateur de foot, je suis un supporter. Je veux que mon équipe gagne. Le spectacle, moi, je laisse ça aux gens. Je laisse ça aux gens qui regardent un match de foot comme ils regarderaient un épisode de la Casa de Papel, quoi. Je veux dire, moi, je regarde pas ça comme un amusement. Moi, je comprends les gens qui regardent le foot comme un amusement. Hein. Je ne le méprise pas, loin de là. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je regarde ça comme une compétition. Alors certes, je vais apprécier un dribble chaloupé de Quadrado ou le déhanché langoureux de Costa ou les passes millimétrées de Pjanic, mais si à la fin on perd, moi je tire la gueule. Donc tu prêches un converti quand tu dis que c'est pas le nombre de buts qui compte, mais un moment, enfin je sais pas, quand t'es trop supérieur à l'équipe adverse, tu peux pas jouer le catenaccio contre l'Inter, c'est juste pas possible. Alors c'est contre l'Inter ça passe, contre d'autres matchs comme contre le Real, ben ça passe pas. Quand tu commences à jouer cette tactique-là, à un moment tu te fais punir. Et quand tu te fais punir, ben il faut faire quoi? Il faut bricoler, il faut mettre des sparadraps là où il y a des hémorragies. Et des fois ça passe, mais la plupart du temps ça passe pas. Moi, on m'enlèvera pas de l'idée que la finale de la dernière Champions League, on la perd à cause de lui. Hein. Je veux dire, première mi-temps, souvenez-vous, on fait jeu égal contre le Real. Non, pour moi on fait pas jeu égal, on est même au-dessus d'eux. Je veux dire, on les avait attaqués à la gorge, ils s'y attendaient pas. Et puis en deuxième mi-temps, le néant. Alors, tout le monde se demande ce qui s'est passé pendant la mi-temps. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait une semi-bagarre entre Bonucci et l'entraîneur à cause de Dybala. Mais ça a été démenti par Marotta. Et quand il a démenti, moi j'ai vu l'interview à la TV, il avait l'air vraiment étonné qu'il y avait cette rumeur parce que c'était pas du tout ce qui s'était passé. Moi, ce n'est que mon impression, je n'étais pas là, mais moi je mets mes balls à couper, que Allegri à la mi-temps s'est dit bon, mais non, on va attendre le Real, on va aller en contre-pied, et le problème, encore une fois, quand tu veux faire le calculateur contre un champion du calibre de Ronaldo, ben, s'il en met forme, ça passe, mais s'il est en forme, ben, tu exploses en 1000 morceaux, et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Donc moi je suis pas un anti-Allegri, je suis pas un pour non plus. Moi j'ai autant envie de l'applaudir que de l'étrangler, quoi. Voilà. Ça serait mon avis général sur lui. Moi, je suis un grand Allegrista, alors je vais peut-être le défendre ou continuer de le défendre peut-être à tort, mais si je prends... Alors, tu as évoqué le match contre l'Inter, je pense que le match contre l'Inter, il arrive au terme d'une saison très éprouvante et je pense qu'il a joué le catenaccio parce qu'il voyait bien que son équipe, elle avait plus de jus, hein, et c'était assez manifeste quand même sur un match comme celui de Crotone, par exemple, où voilà, on n'a pas d'énergie, on est incapable de réagir après leur égalisation. Si je reviens au Real Madrid, je pense que la première mi-temps du match aller, elle avait quand même été très mal jugée parce qu'on les domine après le but de Ronaldo. Alors évidemment, je l'ai dit, hein, pour moi c'est une erreur individuelle qui amène l'ouverture du score. Mais après ça, faut pas oublier que la Juve quand même, elle domine globalement le match. Il y a une occasion énorme d'Higuaín alors qu'il bute sur un énorme arrêt aussi de Keylor Navas. Mais il y a un moment,
quand on domine le match, Allegri, il peut pas non plus rentrer sur le terrain pour mettre les buts à la place des joueurs. Et je trouve après, voilà, la deuxième mi-temps contre le Real, on a cette erreur de Chiellini et le but exceptionnel de Ronaldo. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Dybala prend un carton rouge. Donc à partir de là, à 10 contre 11, où t'es mené 2-0 contre le Real, où ils ont eu en gros 3 occasions parce qu'il y avait quand même eu une barre de Kroos, je l'oublie pas, en première période. Voilà, c'est l'équipe d'un point de vue mental, elle a eu l'impression d'être tombée sur plus fort qu'elle et que ça ne le ferait pas. Concernant la finale, juste moi un point là-dessus. Je peux pas croire que même un entraîneur, en y mettant toute la plus mauvaise volonté du monde, on va dire, dans le message qu'il va transmettre à l'équipe, je peux pas croire qu'un entraîneur puisse faire jouer son équipe comme ça. Enfin, pour moi, c'était manifeste qu'il y avait un truc qui a sauté dans la tête des joueurs. Ils n'y étaient plus sur le terrain, ils sont revenus, c'était des zombies. Ils avaient plus d'envie dans le regard, plus de faim, plus rien du tout. Et voilà, ça a été un effondrement total et mental. Et Marotta, évidemment, il va pas dire ça a été la bagarre du siècle dans le vestiaire. C'est un homme très froid, très intelligent aussi quand il s'exprime à la presse. Il a protégé son groupe et il a rien balancé. Mais il y a peut-être pas eu une baston aussi forte qu'on a pu l'extrapoler, mais il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé parce que voilà, les joueurs sont revenus sur le terrain, ils se parlaient pas et voilà, dans le regard de toute façon. Au retour des vestiaires, on a très vite compris qu'on gagnerait plus le match. Et Émilie, quel est un peu ton avis, toi, sur tout ce qu'on vient de dire avec Calo, là, un petit peu sur ce débat, notamment les matchs contre l'Inter, la finale. Je vais revenir déjà sur un premier point, sur la finale. Je pense qu'il y a du vrai dans les deux choses que vous avez dit. Comme Calo, je pense que Allegri a demandé à ses joueurs de jouer de cette façon-là. Et comme tu l'as dit, Fio, je pense que ça a suscité beaucoup de débats, en fait. Je pense qu'il a pu demander ça. En fait, pour moi, ce serait pas du tout aberrant qu'Allegri ait demandé ça à ses joueurs, parce qu'on commence à le connaître quand même, et c'est bien son style. Mais pour moi, je pense qu'avec des joueurs comme Dani Alves, par exemple, qui a déjà gagné la Ligue des Champions plusieurs fois, c'est quelqu'un qui sait comment on gagne une Ligue des Champions. Et je pense que lui, en entendant ça, il a peut-être pu trouver ça aberrant. Et peut-être que des gars comme Bonucci se sont dit, bah ouais, t'as raison, on ne devrait pas faire ça. Et à l'opposé, il y a des gens dans un vestiaire, et notamment dans une institution italienne comme celle-là, qui ont dit le mystère a toujours raison. Donc des gens comme Barzali, comme Buffon par exemple, ont pu s'opposer à ça, je pense. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu litige à ce moment-là entre les joueurs sur est-ce qu'il faut suivre ou pas Allegri sur sa décision. Ça me paraîtrait plutôt cohérent. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la finale. Après, on sait tous comment elle s'est terminée, on refera pas le match, donc la plaie est encore ouverte et c'est pas la peine de remuer le couteau dedans. Maintenant, sur la fin de saison, je pense qu'on a tout donné contre le Real Madrid au match retour. Il y a cette élimination qui est très très dure, qui fait très mal. Et c'est pas ultra étonnant que derrière on enchaîne des prestations un peu difficiles, même contre Crotone ou des matchs comme ça. Donc non, je pense qu'au final, tous les joueurs attendaient la fin de saison parce que la saison était très longue. Et ça doit être le cas aussi d'Allegri. Hein. Je pense qu'être à sa place, ça doit pas être évident. On doit prendre des décisions plutôt dures et ça implique beaucoup de choses. Donc non, je pense que c'est un gros soulagement qu'on arrive à renverser le cours du temps avec le Napoli, à réussir à passer devant, à garder cet avantage malgré toutes ces prestations un peu bancales qui auraient pu faire qu'on n'y arrive pas. Je pense quand même qu'on a perdu beaucoup de points en route, des points faciles qu'on n'aurait pas dû perdre. Et c'est quand même un peu la faute d'Allegri sur ce plan-là. Maintenant, Allegri, je peux le détester comme je peux reconnaître tout ce qu'il a fait pour l'équipe. On a gagné énormément de titres, on s'est maintenu à un certain niveau et c'est grâce à lui quand même. Il a bien continué sur la lignée de ce que Conte avait lancé, donc c'est quelque chose de très positif. Maintenant, on en reviendra peut-être là plus tard dans la discussion, mais on va penser au futur, et etc. On va voir ce qu'on va pouvoir en dire, quoi. Sinon, pour rebondir là-dessus, juste une petite phrase. À sa décharge, j'ai l'impression qu'il a compris certaines choses. Lors de son interview de fin de saison, qui fait un peu tous les ans, il a parlé par exemple du match contre Naples, où il avait joué vraiment un catenaccio scandaleux, à domicile. Hein. Et il a dit « Je regrette ce match-là, j'ai été trop frileux, et à cause de ça, Koulibaly m'a puni. » Voilà, j'espère juste que ça sera pas des mots en l'air, parce qu'on apprend à n'importe quel âge ses erreurs. Hein. Bon, ça va pas le transformer en Guardiola, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Mais à mon avis, dans certains matchs, pas tous, mais à mon avis, dans certains matchs, il sera un peu moins frileux.
Mais c'est une image qu'on a souvent de lui, en tout cas, enfin que il est souvent décrit comme quelqu'un justement qui ne retient jamais ses erreurs et qui ne se remet pas en cause. Et moi, c'est pas vraiment la vision que j'ai de lui. Je pense que il a beaucoup d'autocritique, mais c'est juste qu'il l'a fait pas devant un micro. Il l'a fait dans le cadre approprié et privé. Je vous propose maintenant, comme Émilie le proposait, justement d'aborder le futur. Je vais donner mon avis en premier sur cette question, justement. Doit-on continuer avec Allegri? Est-il vraiment l'homme de la situation? Moi, je suis très partagé. Alors, pour moi, il n'y avait aucun doute, il devait rester cette saison supplémentaire à la Juve parce que il n'a pas encore fini, mais au terme de cette saison 2018-2019, il en sera à sa 5e saison à la Juve. 5 saisons dans le football moderne, c'est énorme. Je pense que les périodes, les temps des entraîneurs comme Ferguson et Wenger qui pouvaient rester 10 ou 20 ans dans une équipe sont révolus. Et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Zidane quand il a quitté le Real Madrid, même s'il était c'était peut-être de la langue de bois, mais je pense effectivement que certaines équipes à un moment ont besoin de nouvelles méthodologies, de se réinventer et de nouveaux apports. Et le seul point problématique justement avec ça, c'est que je pense qu'il sera très 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 difficile de trouver un entraîneur qui fera le doublé Coupe Championnat avec autant de certitude que le fait Allegri. On pense tous que c'est acquis d'avance, mais j'en suis pas persuadé. Il faudra trouver un entraîneur très fort et le marché des entraîneurs aujourd'hui est devenu très difficile. Je crois pas que c'est des mecs comme Sarri ou Spalletti qui feront progresser la Juve par rapport à ce qu'est la Juve d'Allegri, même s'ils ont peut-être une vision du jeu différente, même s'ils veulent produire plus de jeux. Moi, peut-être que si je devais citer un entraîneur pour succéder à Allegri, ce serait un entraîneur comme Allegri, et ce serait plutôt quelqu'un comme Zidane, par exemple, voilà, qui est très pragmatique, qui a une très bonne lecture du match en cours et qui fait les bons ajustements, mais qui pratique pas un jeu exceptionnel, mais qui sait ce qu'il faut faire pour gagner. Émilie, ton avis un petit peu justement sur le futur d'Allegri. Est-ce que pour toi, cette saison aurait dû être la dernière? Est-ce qu'il aurait fallu passer à autre chose maintenant? Oui, concrètement oui. Je pense que c'était le moment de changer. Maintenant, bon, il a refusé le Real, il est encore sous contrat, donc il va rester. C'est pas non plus la pire chose qui puisse arriver au monde parce qu'effectivement, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne à la place. Donc, en l'état actuel des choses, on va faire avec. Maintenant, je pense que malgré tout, il faut que ce soit la dernière, par contre, de saison parce que derrière, il va falloir construire quelque chose de nouveau, etc. Et je pense qu'il a donné ce qu'il avait à donner à la Juve et que, au bout d'un moment, pour continuer à motiver des gens qui sont là depuis un petit moment et qui peut-être sont pas aussi performants que ça avec lui, il faut peut-être amener du sang frais aussi sur le poste d'entraîneur. Et c'est peut-être ça qui va me manquer cette saison. On va avoir beaucoup de nouveaux joueurs, on va avoir beaucoup de jeunes, on sait qu'il a un peu de mal à les lancer. L'exemple de Rougani est assez frappant pour ça d'ailleurs. Donc ce serait dommage que certains des jeunes talents qu'on va ramener cette saison soient confinés sur le banc toute la saison uniquement à cause de leur âge. Voilà, moi c'est un peu mon sentiment. Au-delà de ça, Allegri, je pense que ça reste un très bon entraîneur, il l'a montré, mais j'ai envie de voir autre chose maintenant, voir aussi si un autre entraîneur peut pas nous porter plus loin. Alors je suis d'accord avec vous, enfin surtout avec toi Fio parce que tu as parlé pour l'instant, mais des entraîneurs comme Spalletti, etc., c'est pas, ou Sarri, c'est pas forcément le genre d'entraîneur qu'il faut à la Juve pour progresser. Je suis aussi d'accord avec ça. Moi, j'aimerais bien voir Zidane sur le banc de la Juve. J'aimerais voir qu'est-ce qu'il apporterait. Et surtout, je suis curieuse de savoir s'il serait capable de transformer notre effectif et d'en faire quelque chose de brillant, comme il a pu faire briller le Real. Donc voilà, moi, je serais assez curieuse de voir Zidane sur le banc de la Juve, d'autant plus que c'est un ancien joueur et qu'il connaît la maison, donc ça pourrait être très intéressant aussi pour l'esprit et la grinta d'Ayoub. Toi qui connais bien la Roma, on a vu Di Francesco, que ce soit à la Roma cette saison ou Sassuolo avant, bien travailler avec les jeunes. C'est un profil qui te plairait parmi les candidats potentiels? Potentiellement oui, d'autant plus que ce qu'il a fait à la Roma cette saison en Ligue des Champions, c'était vraiment brillant. J'ai été assez étonnée, je m'attendais pas à ça.
Donc oui, c'est vrai que c'est un autre profil qui pourrait coller aussi. Ce sera un profil intéressant à voir. Calo, Simone Inzaghi, Di Francesco, Sarri, Spalletti, Zidane, c'est des noms qu'on a pu entendre un petit peu être accostés à la Juve ces derniers mois. Est-ce que parmi ces entraîneurs-là, ou tu en as peut-être un autre en tête, il y a des entraîneurs supérieurs à Allegri, ou pour toi, ça va être difficile de trouver mieux? Alors, d'abord, je vais répondre à ta question qui demandait si Allegri était toujours l'homme de la situation. Pour moi, si j'aurais les clés de la Juve en main, oui, je le garderais. Je le garderais parce que, selon moi, on est encore en phase, entre guillemets, de maturation en tant que grand club. Je veux dire, la Juve et le Bayern, c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est des clubs très similaires. Ce qui change, c'est que eux, en 2006, ils ont hérité d'un nouveau stade, et nous, en 2006, on a hérité de la série B, quoi. Donc, on a encore 1 ou 2 ans de retard sur eux. Il y a 7 ans, on a fait notre stade. Cette année, c'est nouveau centre d'entraînement et hôtel. Donc, niveau mercato, on est un peu dans le bricoleur, hein. On fait ce qu'on peut. On peut pas se dire, on veut tel joueur, on veut tel jeu, donc on va prendre tel joueur. Non, on prend un peu les occasions du marché, quoi, et on fait avec. Donc, on bricole encore un peu. Donc oui, je le garderai. J'irai juste lui dire par contre que les finales, il faut plus jamais les jouer calculateur, il faut aller de l'avant. Maintenant, sur le long terme, entre guillemets, dans les 2 prochaines années, par exemple, non, il faut faire un pas en avant. Je veux dire, faut vraiment prendre en compte que maintenant le spectacle, même si à moi ça ne m'intéresse pas, le spectacle apporte des footix, ça apporte des supporters. Et l'argent des footix, il a la même odeur que l'argent des connaisseurs. Donc on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, il faut proposer un beau jeu pour attirer des nouveaux supporters. Et quand notre phase de montée en puissance en tant que grand club sera finie d'ici 2, 3 ans, 1 an et demi, je ne sais pas, le spectacle devra devenir une priorité. Si on veut vraiment voir ça comme un manager pour faire monter le stade, le club en puissance niveau argent. Et là, si je devrais donner un nom, non, c'est surtout pas Zidane pour des raisons que je vous avais déjà données en privé, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Non, moi, ça serait Di Francesco, hein. Je veux dire, bien qu'ils soient un disciple de ce salaud de Zeman. Di Francesco, c'est un grand monsieur. Il ne dit que du bien sur nous. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il dit que du bien sur nous. Il nous prend toujours en exemple. Quand il cite une réussite dans le football, il parle toujours de la Juve. Il fait avec les joueurs qu'on lui donne. Il n'est jamais dans le clash. Il est jamais, je veux dire, c'est pas un Sarri. Il est toujours digne. On peut lui vendre la moitié de l'équipe. Il va toujours arriver avec le sourire et dire qu'il faut faire plus. Et comme l'a dit Amy, ces résultats européens en sont une preuve. Parce que des remontadas, on les fait pas avec de la chance, hein. On peut passer un match avec de la chance, mais ce qu'il a fait contre le Barça, c'était vraiment quelque chose de préparé, de calculé, de pensé. Et il est encore assez jeune, je pense qu'il vient d'avoir la quarantaine, en tout cas il est pas loin. Et moi j'espère qu'un jour ça sera notre entraîneur. Voilà. Au-delà de ça, et j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, en plus de ça, Di Francesco, c'est un entraîneur qui lance bien les jeunes et qui sait comment les intégrer au groupe. Alors, je dis pas qu'Allegri sait pas le faire, mais je pense que pour sa succession, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui sait faire ça. Après, Calo, t'as dit que c'était Di Francesco acceptait ce qu'il avait. C'est une question qui nous a été posée sur le forum. C'était Unico qui nous demandait s'il avait son mot à dire sur le choix des transferts. Moi, je pense qu'il donne des profils à la direction et qu'ensuite elle trouve ce qu'elle peut. Par exemple, je pense pas qu'il voulait vraiment Blaise Matuidi la saison dernière, mais on peut pas dire pour le coup que, enfin, je pense que il y a un point qu'on n'a pas soulevé justement, c'est que la direction, elle aime beaucoup Allegri parce que il est pas chiant. Je veux dire, après les remous qu'on a eu avec Conte, qui était une furie et qui voulait à tout prix des joueurs et qui pouvait partir au quart de tour, Allegri, il fait avec ce qu'on lui donne et on lui a enlevé en plus des éléments, enfin des points très importants de son effectif, hein. Donc de ce point de vue-là, je pense que la direction elle aura du mal à se séparer d'Allegri et ce sera peut-être d'Allegri lui-même finalement que viendra la volonté du départ. Mais ça fonctionne comme ça partout en Italie en fait, hein. C'est le rôle d'un directeur sportif. C'est pour ça qu'en Angleterre, à part Everton, à part 3 ou 4 clubs en première ligue, il n'y a pas de directeur sportif en fait, hein. Le directeur sportif, c'est l'entraîneur. L'entraîneur décide qui va acheter, point à la ligne. Non, en Italie, en fait, l'entraîneur donne les profils recherchés. Il dit voilà, par exemple, Allegri, il y a 3 ans, après sa première finale de Coupe des Champions, il a décidé de ne plus jouer avec
en 4-4-2 losange, il a décidé de jouer avec des vrais ailiers et le club lui a trouvé 4 ailiers, quoi, 2 à gauche, 2 à droite. Et voilà, donc il a dit les profils, il lui fallait quelqu'un de rapide, quelqu'un de dribbleur, quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela, et le club lui trouve. Hein. Mais ça fonctionne toujours comme ça en Italie. Hein. Il n'y a pas que Allegri. Je pense qu'on garde Allegri, non seulement ce que tu dis est vrai pour son style, pour son, c'est pas quelqu'un qui va aller au clash. Hein. Donc c'est une des raisons, mais la raison principale pour laquelle on garde, c'est les résultats. Hein. C'est les résultats, ça me paraît clair. Au-delà de ça, il n'est pas non plus dans la contestation, jamais, comme vous l'avez dit. Et il a souvent répété, à chaque fin de saison notamment, qu'il y aurait discussion avec la direction pour les transferts, etc., que tout le monde s'assoit autour de la table et qu'il est écouté aussi. Donc oui, effectivement, je pense que la relation est très très bonne entre la direction et Allegri, et c'est ça aussi qui fait que le mariage dure encore. En tout cas, la seule chose qui est sûre pour le moment, c'est qu'Allegri sera bien à la tête de l'équipe pour la reprise des entraînements aux alentours du 9 juillet, en tout cas avec le retour des joueurs qui ne participent pas à la Coupe du Monde, évidemment. On a eu plusieurs questions sur le forum, on n'a pas forcément eu le temps de toutes les aborder, on a essayé d'y répondre au moins, en tout cas pendant nos débats, et voilà, maintenant on est obligé de s'arrêter, donc on s'excuse évidemment pour les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Nous, on va regarder un petit peu la Coupe du Monde, faire une petite pause estivale, et puis on se retrouvera très certainement vers la mi-juillet ou la fin du mois de juillet pour faire un petit peu le point sur la nouvelle préparation, peut-être la nouvelle équipe. J'imagine qu'il y aura plusieurs transferts d'ici là, ou éventuellement des départs également, beaucoup de choses à dire. Donc on vous donne rendez-vous d'ici le mois de juillet pour repartir vers une nouvelle saison pleine de surprises évidemment, et on verra donc si je peux relier ça à notre émission du jour, si Allegri pourra aller encore plus haut avec cette équipe. Je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous souhaite de passer un très bon moment devant cette Coupe du Monde malgré l'absence de l'Italie, et je vous dis à bientôt. Salut à tous, salut. Bonne Coupe du Monde.